Мы рады, что вы нашли время заглянуть на эту сессию. Велимир Хлебников, председатель «Земного шара», и Леонардо да Винчи русского авангарда. Мы благодарим фонд ABC Charity и руководителя фонда Майю Авеличеву за предложение сделать вот это двухчасовое мероприятие, посвященное исключительно Хлебникову. Меня зовут Андрей Росомахин, я модерирую эту сессию. У нас 6 участников, и коротко я сориентирую вас о нашей программе. Первые полчаса выступления двух поэтов, которые по 15 минут каждый читают оригинал, хлебниковские короткие произведения и перевод на французский. И во второй части, оставшиеся полтора часа, выступление 6 наших спикеров, каждый по 10 минут. Представляю Инну, которая будет переводить на французский. Bonjour, donc nous sommes prêts à commencer cette séance, cette conférence intitulée donc Velimir Khlebnikov, président du globe terrestre, et Léonard de Vinci de l'avant-gardisme russe. Donc nous remercions avant tout, à part notre aimable public, la fondation Andrei Cheglakov et sa présidente qui nous ont permis de venir ici. Et je vous décrirai en 2 mots comment va se passer donc cette séance. Tout d'abord, nous entendrons donc 2 poètes français et russes lire chacun pendant 15 minutes les vers de Khlebnikov en français et en russe. Et ensuite, donc, je donnerai la parole à nos participants. Nous sommes en tout 6 aujourd'hui. Буквально еще одно слово преамбулы, и мы передаем слово поэтам. Велимиру Хлебникову в этом году 130 лет, круглая дата, юбилей. 135, простите, кратно 5 все равно юбилей, будет ряд конференций. Но менее известно, что в этом году еще один юбилей, а именно ровно 60 лет назад, в 1960 году, вышла первая в мире отдельная книга переводов Хлебникова на иностранный язык, и это произошло именно в Париже. Donc, juste une petite préambule après laquelle je passerai la parole à nos poètes. On fêtera cette année les 135 ans de Velimir Khlebnikov, ce qui s'appelle en russe le jubilé. Donc, il y aura des conférences consacrées à cette date. Mais il y a un autre anniversaire donc qu'on fêtera cette année et qui est un peu moins connu. C'est qu'il y a 60 ans, donc en 1960, apparu pour la première fois un livre qui contenait les traductions. Donc c'était le premier livre traduit de Velimir Khlebnikov, traduction en langue étrangère, et cela s'est passé ici à Paris. Мы еще немножко подробнее скажем об этом переводе. У нас отдельное выступление о том, как Хлебников звучит на французском. Ну а сейчас мы начинаем вот эту поэтическую преамбулу. Сергей Бирюков et Yvan Mignot, пожалуйста. Donc nous en parlerons encore, mais maintenant nous allons commencer notre préambule poétique, donc Sergei Birukov et Yvan Mignon. Бобе-обе пелись губы, веоми пелись взоры, пелись брови, лией пелся облик, гзиг-зиг-зео пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. Vrai, vrai au vri se chantait lèvres, ré et au gui se chantait regard, si et o se chantait sourcils,
Tri et se chantait très. Si, seo se chantait chaîne. Ainsi, sur toile de certaines correspondances, hors étendue vivait le visage. Крылышкуя золото письмом тончайших жил, кузнечик в кузов пузо уложил прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь тарарахнул зинзивер. Corselettant de l'écrit d'or de ses plus fines veines, un criquet entasse dans l'anse de sa panse, plein de joncs et pensées auprès de la fontaine. Pigne, 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 tonitruait la charbonnière. Pour le commentaire, je vous renvoie à Jacobson. Заклятие смехом. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи, что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно. О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных смех усмеянных смехачей. Ой, смейся рассмеяльно, смех надсмеянных смеячей. Смеево, 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 усмея, смей, смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Donc c'est l'incantation par le rire. Je ne vous lis que le début parce que le reste je l'ai laissé dans la machine. Mais ça vous donnera une idée. Oh, y riez-vous, rira. Oh, en riez-vous, rira. Qui en rire rit, qui rirement riripaille, etc., etc. Когда умирают кони, дышат. Когда умирают травы, сохнут. Когда умирают солнце, они гаснут. Когда умирают люди, поют песни, поют песни. Quand les chevaux meurent, ils soufflent. Quand les herbes meurent, elles sèchent. Quand les soleils meurent, ils s'éteignent. Quand les hommes meurent, on chante des chants. Снежно-могучая краса с красивым сном широких глаз, твоя полночная коса предстала мне в безумный час. Как обольстителен и черен, сплетенный радостью венок, его оставил верно ворон в полете долгом одинок. Из стана белый этот снег
не для того ли строго пышен, чтоб человеку человек был звук миров, был песнью слышен. Beauté neige puissante, avec le beau rêve de ses larges yeux, ta tresse de minuit m'est apparue à l'heure de la folie. Comme séduisante et noire est ta tresse dressée de joie, sans doute un corbeau l'a laissée solitaire dans son vol long. Et cette neige blanche de ta taille n'est-elle pas si sévèrement opulente pour que l'homme à l'homme soit son des mondes, soit audible au chant? Годы, люди и народы убегают навсегда, как текучая вода в гибком зеркале природы. Звезды, небо, рыбы, мы, боги, призраки у тьмы. 1916, centième anniversaire de la mort de Derjavin, qui inspire le court poème. Années, hommes et peuples s'enfuient pour toujours, comme l'eau qui court. Dans le miroir souple de la nature, les étoiles sont le filet, les poissons, c'est nous, les dieux, des spectres près des ténèbres. Весны пословицы и скороговорки по книгам зимним проползли, глазами синими увидел зоркий записки стыдисной земли. Сквозь полет золотистого мячика прямо в сеть тополевых тенет. В эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет. Les proverbes, les virelangues du printemps ont rampé sur les livres de l'hiver. De ses yeux d'azur, le perspicace a vu les carnets de la terre figés par la pudeur. À travers le vol du ballon d'or, droit dans le filet des cordes peupliers, ces jours-ci, le tussilage doré rampe comme une tortue d'or. Приятно видеть маленькую пыхтящую русалку, приползшую из леса, прилежно стирающий тестом белого хлеба закон всемирного тяготения. Это у меня нет. Нет? Нет. Нет. Давай. А, без перевода. Да. Без перевода. Хорошо, да. Ага. Хороший работник часов, я разобрал часы человечества, стрелку судьбой поставил верно, звездное небо из железа и меди. Вновь переделал все времена, снова сложил зубцы и колесики, гайки искусно ввинтил моим долотом. Тикают
точно и раньше. Идут и ходят, как прежде. Ныне сижу, гордый починкой мозгов. Bon ouvrier des montres, j'ai démonté la montre de l'humanité. Le destin m'a fait mettre l'aiguille de manière juste. Ciel étoilé fait de fer et de cuivre. J'ai à nouveau refait tous les temps. De nouveau, j'ai posé les dents et les rouages. J'ai habilement vissé les écrous avec mon burin. Elle fait tic-tac, précise comme avant. Elle va et elle marche comme auparavant. Maintenant, je suis assis, fier d'avoir réparé les cerveaux. Отказ. Нет, сейчас вот это вши, или мы их пропустим. Как хочешь. Да? Мне все равно, только мне надо найти свой. Ага. Так, давай багра. Давай багра. Баграми, и только я 2 строчки прочитаю. Хорошо. Да. А отказ не будет? Будет, нет, да, потом отказ. Да. Да. Баграми моров буду разбирать старое строение народов. Чернилами хворей буду исправлять черновик, человеческий листок рукописи. Я только начало, а дальше Иван будет французский перевод. Un court poème de 21 qui a des échos pour moi. Ça me fait penser à Artaud. Les poux, obstinément, m'envoyaient leurs prières. Chaque matin, ils couraient sur mes vêtements. Chaque matin, je les mettais à mort. Ах, нет, я ошибся. Да. Ну, ошибся, неважно. Да. Тогда Хорошо. Сейчас все перепутано. Это мы Баграми, да? Да. Ah, touche. Bon, erreur, mais c'est pas grave, c'est toujours le 21, et ça me fait effectivement penser à Artaud. Avec les crocs des épidémies, je démonterai le vieil édifice des peuples. Avec l'encre des maladies, je corrigerai le manuscrit, la feuille humaine du manuscrit. Avec les grappins des pestes après l'incendie, je choisirai les poutres et les pilotis des peuples pour la nouvelle charpente d'une nouvelle isba. Avec la scie fine de la phtisie, je façonnerai un nouveau bâtiment. Je scierai un nouveau peuple avec la scie grossière du typhus. J'arracherai les clous des murs pour que se délite le jeu, le grand jeu qui tantôt prend pour bague ce soleil vôtre, tantôt regarde à travers le verre des larmes d'un petit chien. Сейчас отказ и Отказ. да, и еще раз. Отказ. Ну давай. Отказ. Мне гораздо приятнее смотреть на звезды, чем подписывать смертный приговор. Мне гораздо приятнее слушать голоса цветов, шепчущих «это он, это он, это он», склоняя головку, когда я прохожу по саду, чем видеть темные ружья стражи, убивающие тех, кто хочет меня убить. Вот почему я никогда, нет, никогда не буду правителем. Janvier 1922, il va mourir en juin de la même année. Refus. Il m'est bien plus agréable
de regarder les étoiles que de signer une condamnation à mort. Il m'est bien plus agréable d'écouter les voix des fleurs qui murmurent « c'est lui » quand je passe dans le jardin, que de voir les fusils qui tuent ceux qui veulent me tuer. Voilà pourquoi jamais, jamais, je ne serai un homme de pouvoir. C'est juste Велимир Ier. Последний еще раз. Давай. Еще раз, я для вас звезда, горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи и звезды. Он разобьется о камни, а подводные мели. Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко мне. Вы разобьетесь о камни, а камни будут насмехаться над вами, как вы насмехались надо мной. Bien sûr, j'ai pas pu rendre la répétition, l'écho sonore, kamni, kamnie. Donc voilà le sens. Encore une fois, je suis pour vous étoile. Malheur au marin qui a pris l'angle faux de sa barque à l'étoile. Il se brisera sur les rochers et les bancs sous les eaux. Malheur aussi à vous qui avez pris l'angle faux du cœur à moi. Vous vous briserez sur les rochers, et les rochers se moqueront de vous comme vous vous êtes moqués de moi. Спасибо. Итак, кто же такой Хлебников? Конечно, прежде всего это поэт с беспрецедентным языковым экспериментом, создавший, например, порядка 10 тысяч неологизмов. Merci à nos poètes. Qui donc est Велимир Хлебников? C'est bien sûr avant tout un poète, donc un poète avec le niveau d'expérimentation linguistique sans précédent, qui a créé à peu près 10 000 néologismes. Но этим значение Хлебникова не исчерпывается. И в оставшееся час мы попытаемся какие-то грани поэтического и не только поэтического мира Хлебникова обозначить. Mais donc cela n'épuise pas du tout sa signification, son sens, et donc dans cette conférence maintenant nous essayerons de tracer donc d'autres traits du monde poétique et autres de Велимир Хлебников. В эпоху грандиозных утопий периода русской революции утопии Хлебникова были, пожалуй, самыми впечатляющими. Страны или континента ему было мало. Он мыслил планетарным масштабом, и, собственно, именно поэтому отсюда его самоаттестации «Король времени» Велимир I или позднее, после Октябрьского переворота, самоаттестация как председателя земного шара.
à l'époque des utopies, au temps des révolutions du début du XIXe siècle, ces utopies sont peut-être les plus uniques parce qu'ils ne se limitaient pas à un pays, ils réfléchissaient à l'échelle planétaire, d'où son autodésignation, Vélémir Ier, roi du temps, ou encore plus tard, après la révolution d'octobre, président du globe terrestre. И я кратко представляю нашего первого выступающего, Ивана Миньо, поэта, переводчика, получившего в прошлом году премию за гигантский 1000-страничный том переводов Хлебникова на французский язык, беспрецедентный труд. Эту книгу вы можете посмотреть на одном из стендов. А обложку самой первой книги, той самой, которая вышла в 60-м году, первая в мире книга переводов Хлебникова на иностранный язык, Париж, 60-й год, сборник избранных произведений под названием «К». И я попрошу показать обложку новейшей книги Ивана Миньо и передаю вам слово. Donc, je présente en 2 mots nos intervenants. Ivan Minьо, poète, traducteur, à qui le prix a été décerné l'année dernière pour son œuvre, sa traduction gigantesque, la traduction de l'œuvre de presque 1000 pages de Vélémir Klebnikov. Et ici, sur l'écran, vous pouvez voir d'abord la couverture de la toute première traduction en français parue en 1960 et à côté celle de la traduction d'Ivan Minьо et à qui on passe la parole. Gigantesque, je ne sais pas, c'est pas comparable à Balzac, voilà. Alors, comme le temps est condensé, j'ai préparé un petit texte que je ne vais peut-être pas lire en entier, parce que si je n'ai pas des feuilles comme des ailes de Piaf, je pars dans les traverses. Alors, ça s'appellerait « Labourer la langue ». Freud avançait 3 impossibles. Gouverner, enseigner, psychanalyser. Comme la traduction à le suivre n'est pas dans cette trinité, un traduire est donc possible. Et pour moi, traduire, c'est élaborer un champ. Je pense à la peinture, Tolstoï qui laboure, peint par Répine, le chant au corbeau d'avant le suicide de Van Gogh. Donc il me faut des images pour traduire, des espèces de gris-gris, parce que c'est une entreprise assez aventureuse, surtout avec Klebnikov. Donc je pars de la langue comme matière, qu'on pourrait dire colorée, les terres noires des langues, cette étendue dans laquelle l'œil se prend, se déprend. La langue qui, pour le sujet traduisant, est au moins double. Ici la russe qui va basculer dans la française. J'ajouterais que je ne traduis plus que des vers, prose accessoirement que des vers. Aussi, je ne parlerai que de la poésie et de ma manière toute prosaïque d'aborder la transformation. D'abord, je lis. Donc d'abord, l'essentiel pour moi, c'est lire. Lire comme une éponge, s'imprégner du texte et puis du bonhomme qui a été le porteur de ce texte à un moment donné dans la nuit des temps. Donc je ne suis pas où je nage, là je suis entre 2 langues, il y a des choses qui viennent du russe bien sûr, puisque je le lis en russe, il y a des choses qui interfèrent avec le français, d'autres images, selon d'autres scansions, d'autres modes. Et on est donc là, enfin pour moi, dans un stade hybride, le stade des monstres, comme dans la tentation de Saint-Antoine de Faubert ou la tentation du pêcheur de Klebnikov. Donc, je vais au texte à partir du non-savoir et du non-voir. Je n'y vois rien, je n'y comprends rien. D'ailleurs, comprendre, c'est pas très intéressant parce que quand vous avez tout compris,
la chose est épuisée. Alors que là, depuis le temps que je lis Khlebnikov, chaque fois que je le lis, la puissance du corpus est tellement forte que à chaque fois c'est nouveau. Voilà. Alors, je fais un premier jet, et puis après je laisse ce papier se reposer. Et arrive un moment, c'est le moment de la lutte finale, ou plutôt de la pénultième chère à Mallarmé, soit le moment de l'affinage, où je retrouve celle qui ne m'a jamais quitté depuis la bataille de Muret le 12 septembre 1213, celle qui a nom Hoc, cette langue maintenant perdue, celle des troubadours, menée à des sommets cristallins par l'un d'eux, l'inventeur de la sextine, dont Pétrarque et Dante se souviendront, j'ai nommé Arnaud Daniel de Ribérac. Pourquoi Arnaud? Parce qu'il a un texte, un poème, je vous le lis en hoc. En se sonne coindeleri, faumoi, capui et doli, et se renverrai, et certes qu'en oreille passe la lime. En français, dans la traduction de Jacques Roubaud, sur cette mélodie précieuse et allègre, je fabrique des mots, je les rabote, je les aplanis, ils seront vrais et certains quand j'aurai passé la lime. Travail d'orfèvre. Et au final de la canso, ça s'appelle comme ça en occitan, il y a ceci, autodéfinition du poète. Io suis Arnaud Camas Laura, et chasse lo lebre ab le bout et nadi contra suberma. C'est-à-dire, je suis Arnaud qui amasse le vent. Il y a un jeu là, parce que amasse, en occitan, ça veut dire amasser, mais ça veut dire aussi aimer. Et l'aura, c'est le vent, mais c'est aussi la laura de Pétrarque. Donc je suis Arnaud qui amasse le vent, chasse le lièvre avec le bœuf et nage contre le courant. Évidemment, le dernier vers me renvoie à la trompette de Golmoula, de Khlebnikov. Я звездный охоте, я звездный скакун, я разен напротив, я разен наоборот. Ситуй утес утро черту. Плыл я на Курске, судьбе поперек. Et dans la chasse stellaire, je suis un coursier stellaire. Je suis Racine à l'encontre, je suis Racine à l'envers. Suis un palindrome. Souci rocher, roquenerie attire encore. Matin au diable, si matin à malin, ni lama ni thème. J'ai vogué sur le Koursk en travers du destin. Aller à contre-courant, c'est dire la singularité de Khlebnikov et surtout questionner les locutions de ce que Jacobson, en 1919, nommait la langue pratique. La langue qui, soi-disant, sert à communiquer, alors que sa fonction essentielle est simplement de dire, de proférer. Je pourrais raconter comment Khlebnikov, oiseau de la steppe, s'est posé sur mon épaule il y a fort longtemps, et comment, avec le temps, j'ai résolu certaines difficultés selon un mode qui me satisfasse. Pour ce qui est du vers, c'est un poète aussi fondamental que, disons ici, en langue française, Mallarmé. Non seulement pour les Russes, mais pour tous ceux et celles qui écrivent, tout genre confondus. Voilà chaud. Donc je ne vous dirai pas les solutions que j'ai trouvées, parce que le temps passe inexorable, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si. Donc, on peut, mais il faut du temps. Pour traduire, il faut du temps, c'est déjà dans Rabelais, ça, c'est par temps que les choses adviennent. Donc il faut beaucoup de temps, parce que c'est un poète, pas toujours difficile, mais parfois très difficile à rendre en français. Et puis, il y a un impossible de traduction, parce que quand on articule son nom, Khlebnikov, en russe,
on entend des choses qu'on ne peut entendre en français. Ainsi, la langue française, sauf à en faire un grotesque, faille à faire entendre, sans passer par le commentaire, c'est-à-dire le hors-traduire, le nom propre du poète, qu'il conviendrait d'imaginer dans toute la puissance germinative de son double sens vital, non pas panem et kerkenses, mais pain et blé. Merci. Спасибо. Наш следующий спикер Сергей Бирюков, исследователь авангарда, поэт, доктор культурологии, преподаватель университета Галле в Германии. Его выступление будет переводиться Инной на французский язык. Donc notre intervenant suivant, c'est Sergei Birukov, qui est poète, qui est donc traducteur, qui est docteur et sciences culturologiques, qui enseigne à l'université de Galles en Allemagne, et donc je vous ferai la traduction de ses propos. Ну, Хлебников – это, в общем, центральная фигура 20 века, русского 20 века, и Роман Якобсон, выдающийся филолог мирового уровня, говорил, что Хлебников является наибольшим мировым поэтом века. Velimir Khlebnikov est la figure centrale du XXe siècle russe, et plus généralement Roman Jakobson, l'illustre linguiste donc du niveau mondial, a dit que Khlebnikov était le plus grand poète du siècle. Еще один выдающийся филолог Юрий Тынянов называл хлебниковскую работу со словом поэтической обсерваторией. Он говорил о том, что Хлебников открыл новое зрение, и что он поэт-эпик, который открывает новый строй стиха. Et un autre linguiste illustre, Yuri Tynyanov, disait du travail donc de l'œuvre de Velimir Khlebnikov que celui-ci avait créé un observatoire poétique et que c'était donc un poète qui créait un nouveau régime du poème. Одной из важнейших хлебниковских мыслей представляется вот это: слово пяльцы, слово лен, слово ткань. Et donc l'une des idées les plus importantes de Khlebnikov, donc l'une des phrases les plus importantes, c'était de dire que le mot était comme une toile, comme du lin, comme donc un instrument, enfin comme le chevalier, enfin un instrument sur lequel on met le toile pour y broder. Je ne citerai pas Khlebnikov, je ne connais pas cette citation, pardon. Преобразование пяльцы поэт ставит на первое место, а природное начало лен на второе, а производное от природного и инструментального ткань на третье. Donc il met ce chevalet en première place comme instrument de transformation. Ensuite, comme un élément de la nature, vient le lin, et ensuite donc la composition, la combinaison des deux qui donne enfin la toile. Пока художник не прикоснулся к слову, оно лен. Tant que l'artiste n'a pas touché au mot, il reste du lin. И только инструментально можно создать ткань. Et ce n'est qu'avec un instrument qu'il est possible de créer un tissu. Но во всех трех случаях главенствует слово, о котором Хлебников говорил, слово как таковое. Mais de toute façon, c'est le mot qui domine tout, le mot que Khlebnikov appelait le mot comme tel.
слово не только фраза, не только предложение в поэзии, да, но и слово может быть уже поэтическим явлением. Le mot ne fait que créer des phrases, créer donc des vers dans la poésie, mais le mot peut être en soi un phénomène poétique. Я, кстати, когда читал сегодня Кузнечика, то от волнения забыл две последних строчки. «О лебедиво, о азари». Я сейчас их воспроизвожу. Donc quand je vous ai lu la sauterelle aujourd'hui, j'ai oublié d'émotion de lire les deux dernières lignes, donc que je vous reproduis maintenant. Да, вот, Я сейчас перевожу. да. Ô signescence, ô en aurore. Merci. Merci. Два варианта. Да, значит, да, это каждое слово, более того, каждый звук у Хлебникова имеет огромное значение. Отдельный звук уже поэзия. Chaque mot, chaque son chez Klebnikov est doté d'une importance signifiante. Un son peut déjà constituer de la poésie. Язык язык и звуковая основа языка становится основанием новой поэтики, в то время как раньше основанием служили тематика, формы, жанры. La langue et donc le côté sonore, le côté phonétique de la langue devient la base d'une nouvelle poétique, d'une nouvelle poésie, tandis qu'avant, cette base était constituée de thématiques, de sujets. У Хлебникова есть не только звучащее слово, но и даже звуколюди. Chez Klebnikov, il n'y a pas seulement donc un mot sonore, mais aussi donc des gens qui sonnent. Он пишет такое произведение 4 строк, в котором компрессирует. Да, Иван, обнимаю. Мерси beaucoup. Саша, Иван, хоть. Да, провожаем Ивана, потрясающая антология хлебниковская уже есть. И будет календарь в соседнем зале, можно приобрести, где переводы на французский. На каждый месяц хлебниковские стихи. Вот этот календарь будет вот там в зале, можно его приобрести. Это уникальный совершенно, который сделал наш фонд. Donc on dit au revoir à Ivan, le traducteur de cette œuvre de Klebnikov. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver un calendrier, donc le calendrier pour toute l'année, avec les vers de Klebnikov juste derrière à l'exposition. Merci, да. И вот 4 строчки. О Достоевский, мо, бегущие тучи, о Пушкиноты, млеющего полдня, ночь смотрится, как Тютчев, замерная безмерным полня. Вот вся русская литература, предшествующая Хлебникову, компрессирована здесь, и это бессмертные совершенно строки, над которыми бьются уже много десятилетий исследователей, и Иван вот перевел это, вот вы видели, перевел эти строки. Donc il s'agit ici d'un poème de 4 vers, donc de 4 lignes de Klebnikov, où il a su condenser toute la littérature russe, tous les auteurs russes donc qui le précédaient, qui lui semblaient importants. Alors malheureusement avec Ivan Mignot qui vient de partir, moi j'ose pas traduire, j'ose pas massacrer donc les vers de Klebnikov, mais vous les trouverez dans le livre d'Ivan. Lui, il a su donc traduire ces 4 lignes avec lesquelles les traducteurs se battent depuis un moment. Хлебников вывел русскую поэзию, как Маларме во Франции, в космос. À l'image de Mallarmé en France, Klebnikov a su porter la poésie russe vers l'espace.
Если кто-то захочет почитать дальше вот то, что я говорю, это моя статья опубликована по мотивам вот того, что я говорю, в журнале «Europe», 978 номер, октябрь 2010, и там много работ о Хлебникове и интервью с Иваном Миньо. Donc le temps presse, mais si vous voulez lire la suite de ce que je viens de dire, vous pouvez lire mon article dans la revue Europe, numéro 978. Donc c'était en 2010. Il y a eu une revue consacrée à Khlebnikov. Il y a beaucoup d'essais à Khlebnikov, y compris le mien et celui d'Ivan Minьо. По-французски, да. Значит, еще последнее, что я должен сказать, здесь впервые озвучить эту идею. Дело в том, что вот Академия Зауми, которую я организовал когда-то и возглавляю, она выступает с таким предложением. Et donc la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que donc un jour j'ai organisé ce que j'appelle l'académie de déraison, et cette académie donc elle a une proposition suivante à faire. Да, и здесь сидят и находится в зале много академиков. Il y a plusieurs académiciens ici dans la salle. И мы, значит, думаем о том, чтобы, наконец, поставить настоящий памятник Хлебникову не только в России, не только в Москве и в Астрахани, но и в других городах мира. Et donc nous réfléchissons à l'idée de faire ériger un vrai monument à Khlebnikov, non seulement en Russie, à Astrakhan, mais à Moscou, mais aussi dans d'autres villes du monde. Это памятник должен изображать земной шар. Et ce monument doit représenter le globe terrestre. И должна быть надпись председателю земного шара Велимиру Хлебникову. Donc avec cette inscription au président du globe terrestre Velimir Khlebnikov. И я думаю, что многие города мира будут бороться за право первым поставить такой памятник. Et je crois que plusieurs villes du monde vont se battre pour le droit d'être les premières à faire ériger ce monument. Спасибо, dankeschön, merci beaucoup. Спасибо. Рад представить следующего участника, Вильям Вестейн, с темой «Хлебников и мировая культура». Вильям Вестейн – почетный профессор университета Амстердама. Голландии и голландцам повезло так же, как и Франции и французам, потому что много переводов на голландский язык опубликовано. Вильям опубликовал 6 книг переводов. Готовится уже 4-й том собрания сочинений Хлебникова на голландском языке. Et donc, je suis ravie de vous présenter notre intervenant suivant, Willem Westijn. Donc, c'est le professeur émérite de l'université d'Amsterdam, et on peut dire que les Néerlandais ont autant de chance que les Français, car Velimir Khlebnikov a été beaucoup traduit en néerlandais. Donc, Willem Westijn a fait paraître 6 livres de traduction, et aujourd'hui, on prépare le 4e tome de la traduction des œuvres complètes. Oui, merci. Je voudrais vous raconter quelque chose sur la réputation internationale de Khlebnikov. L'influence qu'un poète exerce en dehors de son propre domaine linguistique est difficile à déterminer. Mais il est possible de vérifier dans quelle mesure il a été traduit. Et peut-être on peut dire, plus un poète est traduit dans un plus grand nombre de langues, plus il est important. Cela ne n'applique pas aux auteurs de prose, parce que la traduction de la prose littéraire se concentre souvent sur les best-sellers contemporains qui n'ont pas de valeur éternelle.
différentes lois s'appliquent à la poésie traduite. On peut dire que Velimir Chlebnikov a été largement traduit. Il a fallu un certain temps avant qu'on a compris que Chlebnikov était un poète spécial, et donc avant qu'on commençait à le traduire. Beaucoup plus tôt, son collègue futuriste Vladimir Mayakovsky a été traduit, en partie grâce au fait qu'il pourrait être publié en l'Union soviétique. Comme vous le savez, Staline a nommé Mayakovsky le premier poète de l'Union soviétique, afin que son œuvre puisse apparaître sans problème. En 1955, une édition de son œuvre complète est parue en 12 volumes dans un tirage de 2100 exemplaires. Une édition de l'œuvre de Chlebnikov, publiée dans les années 1920, n'a jamais été réimprimée depuis. Tout comme Akhmatova, Mandelstam, Tsvetaeva et Pasternak, Chlebnikov était une persona non grata à l'époque soviétique. L'un des premiers recueils de poèmes traduits de Chlebnikov est apparu en 1964 à Prague, à Tchécoslovaquie. Le traducteur était le poète Jiří Taufer, qui avait auparavant traduit l'œuvre complète de Mayakovsky. Le livre comptait plus de 300 pages et paraissait sous le titre Tchamarice po nebi, le titre d'un des textes de Chlebnikov, Tsarapina po nebu, une égratignure dans le ciel. En plus court poème, Taufer a également publié quelques textes en prose et de longs poèmes, Ladomir et Truba Goïmouli. Plus ambitieuse que l'édition tchèque était l'édition en 2 parties de l'œuvre de Chlebnikov, parue en Allemagne en 1972, 900 pages. La publication à laquelle beaucoup de gens ont collaboré, y compris les poètes et écrivains Paul Celan, Hans Magnus Enzensberger, Ernst Jandl, Oskar Pastior et Peter Urban, contient des traductions de tous les genres de l'œuvre de Chlebnikov. Ses poèmes courts et longs, sa prose, ses articles, théâtre et lettres. Il s'agissait de la première édition majeure du travail de Chlebnikov en dehors de la Russie et dans une langue non slave, et a grandement suscité l'intérêt pour lui. Plusieurs de traducteurs ont également contribué à cet ouvrage intitulé Snake Train, qui avait apparu aux États-Unis en 1976. Snake Train, Smej pojezda, en français, le serpent du train. Plus tard, ce que vous pourriez appeler la traduction définitive en anglais de l'œuvre de Chlebnikov a été publiée en 3 volumes par la célèbre maison d'édition américaine Harvard University Press. Elle a un total de près de 1200 pages et a été produite par seulement un traducteur, Paul Schmidt. Comme beaucoup de traducteurs de la littérature anglaise, Schmidt traduit assez librement et ne tient pas compte de la métrique et de la rime du texte original. Néanmoins, ces traductions sont très appréciées et grâce à ses efforts, Chlebnikov s'est vraiment fait connaître dans le monde anglo-saxon. Et il a sans aucun doute influencé le groupe des soi-disant poètes linguistiques aux États-Unis. En France, Chlebnikov a toujours suscité beaucoup d'intérêt, plus que dans d'autres pays. Après la Tchécoslovaquie, la France était le premier pays d'Europe non orientale dans lequel une édition de l'œuvre de Chlebnikov est apparue. En 1967, il était apparu un livre sous le titre Velimir Chlebnikov, Choix de poèmes,
La traductrice était l'auteur de la littérature pour enfants, Luda Schnitzer, une Russe née sous le nom de Ludmila Makovsky à Berlin, qui vivait en France depuis 1925. Après son choix de poèmes, Schnitzer a publié une sélection d'œuvres en prose, théâtre et textes utopiques de Chlebnikov sous le titre Le pieux du futur en 1970. Cette édition comprend la supra-histoire Zangezi, qui peut être considérée comme le texte le plus important de Chlebnikov. La France est également le seul pays, à ma connaissance, qui a inspiré plusieurs traducteurs à s'engager intensivement à Chlebnikov. Et plusieurs des traducteurs sont à la fois savants et spécialistes de l'avant-garde russe. 2 traductions étendues ont été publiées par Jean-Claude Lannes, spécialiste de Chlebnikov, professeur de slavistique à l'Université de Lyon. En 1994, une traduction presque complète de la prose de Chlebnikov sous le titre « Nouvelles de jeu et du monde » et en 1996, une sélection de ses courts et longs poèmes sous le titre « Zangezi et autres poèmes ». Les 2 livres contiennent une excellente introduction et ce n'est pas surprenant car Lannes a écrit à la fois sa thèse et une série d'articles scientifiques sur Chlebnikov et sur l'avant-garde russe. Le titre « Zangezi et autres poèmes » qui vient d'être mentionné montre qu'en plus de Luda Schnitzer, Lannes a également fait une traduction de l'important texte de Chlebnikov, Zangezi. Pour autant que je sache, le français est la seule langue dans laquelle il y a plusieurs traductions côte à côte de cet difficile texte à traduire. Et ce n'est pas tout. En 1980, Catherine Prigent a traduit Zangezi dans une publication de l'œuvre de Chlebnikov intitulée « La création verbale ». Et il n'y a pas longtemps, une 4e traduction de Zangezi est apparue dans Velimir Chlebnikov, œuvre 1918 à 1982. Et dans ce projet de traduction unique de Ivan Magnot, publié en 2017, tout ce que Chlebnikov a écrit au cours des 3 dernières années, les années les plus productives de sa vie, a été traduit dans l'ordre chronologique. Poèmes courts, poèmes longs, morceaux de prose, lettres, jusqu'à y compris le Daski Souybi, les tables du destin, le traité complet dans lequel Chlebnikov essaie de déterminer les lois du temps fondées sur toutes sortes de calculs compliqués. Ce livre, très précis et admirablement bien traduit, commenté et publié, peut certainement rivaliser avec l'édition américaine en 3 parties dans la traduction de Schmitt et est une étape de la réception de Chlebnikov dans une langue autre que le russe. La popularité de Chlebnikov dans les pays en dehors de la Russie est donc sa grandeur. En tant qu'un poète est évidente non seulement du fait qu'il est traduit partout, mais aussi des initiatives et des manifestations qui résultent directement de ce qu'il a écrit. En Allemagne, un magazine, Die Chlebnizist, existait à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Il a été conçu d'une manière spéciale et le design et les textes qui y sont publiés ont été directement inspirés de Chlebnikov. Le magazine a été publié en une petite édition de 80 de 200 exemplaires. Un total de 7 numéros de magazine ont été publiés. Et directement inspiré par Chlebnikov est également le grand artiste allemand Anselm Kiefer,
un des véritables grands artistes de notre temps. Le soi-disant carnaval de Chlebnikov était également inspiré par l'œuvre de Chlebnikov. C'était une manifestation de plusieurs jours de poètes et d'artistes qui a été organisée pendant plusieurs années consécutives de 2008 à 2011 dans la ville belge de Louvain. Naturellement, Chlebnikov peut être trouvé sur Wikipédia avec d'innombrables photos et références à des sites pertinents. Le site russe Velimira Chlebnikova, le monde de Velimir Chlebnikov, offre toutes les informations possibles sur le poète, y compris une bibliographie complète de tout ce qui a été écrit sur Chlebnikov en Russie et dans d'autres pays. Lentement, il devient clair que Chlebnikov est le plus grand poète du futurisme russe, encore plus important que le célèbre Mayakovsky. Merci pour votre attention. Большое спасибо, Вильям. В название нашей секции вынесена не только самоаттестация Хлебникова как председателя земного шара, но и формулировка Хлебников как Леонардо да Винчи русского авангарда. Alors merci beaucoup. Et donc si vous regardez le titre de notre séance, vous verrez qu'il n'y a pas que l'auto-appellation de Chlebnikov comme président du globe terrestre, mais aussi un autre titre, Léonard de Vinci, donc de l'avant-garde russe. При всей условности этих проекций в этом нет натяжки. Et comme, donc, même si ce titre est assez conventionnel, c'est quand même un titre mérité. Широчайший диапазон интересов Хлебникова, от естественных наук до литературы, до философии, огромный интерес к мировой истории, языку, фольклору, живописи, универсализм, коротко говоря, был свойствен ему, как и ренессансным мастерам. Cet horizon énorme d'intérêt, des sciences naturelles à la littérature, philosophie, en passant par l'intérêt envers les arts, envers d'autres sciences, etc. C'était propre à Chlebnikov, tout comme c'était propre aux maîtres de la Renaissance. С Леонардо Хлебникова роднит и установка на проектирование будущего, изобретения. Он мир делил, кстати говоря, на изобретателей и приобретателей. C'est aussi une autre caractéristique commune entre Da Vinci et Chlebnikov, c'est leur volonté d'inventer, de se projeter vers le futur. Chlebnikov d'ailleurs partageait les habitants de ce monde en inventeurs et consommateurs. И сейчас я рад представить следующего нашего участника Александра Ефимовича Парниса. Et maintenant, je suis content de vous présenter un autre intervenant, Alexandre Efimovich Parnus, который коснется лишь одной грани огромной темы Хлебников и Леонардо. Хлебников как Леонардо. Qui ne va qu'effleurer une facette de ce thème énorme de Chlebnikov et Léonard de Vinci, Chlebnikov comme Léonard de Vinci. Александр Ефимович Парнис, исследователь авангарда и Серебряного века, легенда хлебниковедения. Он занимается исследованием творчества этого удивительного поэта и мыслителя уже около 60 лет.
Et Alexandre Parnus est donc chercheur dans l'avant-garde russe de l'âge d'argent donc de la poésie russe, et c'est aussi une légende donc dans la recherche consacrée à Chlebnikov parce qu'il se consacre à étudier son œuvre depuis à peu près 60 ans. Последнее, что я скажу, и передам слово. Александр Ефимович, помимо прочего, нашел несколько архивов, связанных с Хлебниковым, и инспирировал более 30 воспоминаний о Хлебникове, найдя, разыскав людей, которые лично его знали. Это невероятно. Et donc, juste une dernière chose avant de lui passer la parole, Alexandre Yefimovitch lui-même a trouvé quelques archives concernant Chlebnikov. Il a aussi inspiré plus de 30 ouvrages de souvenirs sur Chlebnikov, ayant trouvé ceux qui l'avaient jadis côtoyé. И последний формат выступления будет следующий. Александр Ефимович полностью прочитает свою речь, а перевод после этого будет неразрывный, который сделает его коллега Римма Джонас. Donc, juste pour vous préciser le format de son intervention, il lira donc son discours d'abord en russe et ensuite c'est sa collègue Rimma Jones qui va faire la traduction pour le public français. Пожалуйста. Merci. Bonjour, messieurs, mesdames et messieurs. Я позволю себе говорить Я буду говорить только об одном франко-итальянском аспекте творческой биографии Хлебникова. Вокруг великого Леонардо и великого русского поэта Велимира Хлебникова существует много легенд. Хлебников уже давно перестал быть enfant terrible русской поэзии. В этом году совпали не только юбилей, как говорил наш модератор, с первым выходом книжки первой на французском языке, но совпал еще знаменитой датой 500 лет со дня рождения Леонардо. И 135 лет, как мы знаем, мы начинаем этот год, юбилейный год, вот с этим заседанием во Франции, и это знаменательно. У меня будут два сообщения. Мое о поисках неизвестной статьи Хлебникова о Леонардо да Винчи, и потом я вместе с моей коллегой Риммой Джонас расскажем вам о поисках следов ближайших родственников Хлебникова, как ни странно, во Франции. Этим поиском я занимаюсь уже около 6 лет. Это очень важный человек в биографии Хлебникова, и на вопрос анкеты «Были ли выдающиеся люди в роду?», Хлебников ответил: это вот мой дядя, профессор физики военно-медицинской академии. Еще в XIX веке он приехал во Францию и пропал. И следы его пропали. Вот через много лет я занялся следами, но об этом я расскажу потом, а сейчас, с вашего разрешения, я расскажу об одной очень любопытной теме, связанной как раз с Хлебников и Леонардо. Как известно, сохранилось всего 19 картин Леонардо да Винчи, из них 2 находятся в России, в Эрмитаже. «Мадонна Лита» и «Мадонна Бенуа», или «Мадонна с цветком». Вот она, красавица. Сейчас она представлена в Лувре на юбилейной выставке, посвященной вот этому юбилею Леонардо да Винчи. Современная русская история этой картины начинается приблизительно в 1824 году. По одной из версий, эту картину приобрел купец Петр Семенович Сапожников у итальянских циркачей в Астрахани. Затем он передал свою коллекцию вместе с этой же картиной одному из своих сыновей, Александру Петровичу, известному купцу. Вообще, фамилия Сапожникова очень известна в России. А тот, в свою очередь, подарил ее своей дочери на свадьбу с архитектором Леонтием Николаевичем Бенуа. Впервые стала сопоставлять
Хлебникова с Леонардо да Винчи, как ни странно, французский кинорежиссер Элен Шатлен, автор нескольких фильмов о ГУЛАГе. Она собиралась снять фильм об этом. В свое время она предложила мне принять участие в сценарии, но, к сожалению, она несколько лет назад скончалась, и не удалось реализовать эту замечательную идею. Но тогда, когда я начинал с ней работать, я еще не знал, что есть вот неизвестная статья Хлебникова Леонардо, которую мне удалось потом найти и доказать, что это хлебниковская статья, потому что она была напечатана по псевдонимам. Итак, я главную идеи тезисно попытаюсь изложить вот этого своего сообщения. Одним из главных принципов эстетической программы русских футуристов была борьба с классикой, прежде всего с литературными кумирами – Пушкиным, Львом Толстым, Достоевским, а также со знаменитыми художниками прошлого – Леонардо да Винчи, Рафаэлем и русским художником Репиным, мироискусниками. В своих манифестах они не только призывали бороться с искусством вчерашнего дня, но и противопоставляли этому искусству творчество своих коллег, друзей, новаторов. Это прежде всего были великие русские художники русского авангарда, такие знаменитые имена, как известные во Франции Ларионов, Гончарова и другие авангардисты. Уже в первом боевом манифесте, пощечине общественному курсу 2012 года, русские футуристы призывали сбросить старых великих с парохода современности. Этот манифест был подписан Маяковским, Хлебниковым, Бурлюком и Крученых. В статье «Россия, искусство и мы» Маяковский сопоставлял искусство молодых художников-новаторов с творчеством представителей итальянского возрождения и, разумеется, в пользу своих новаторов. Когда в 2011 году Джоконду Леонардо да Винчи выкрали из Лувра, выкрал некий Винченцо Перуджа, якобы из патриотических чувств. Под подозрение попали французские авангардисты, художник Пикассо и поэт Гильомо Полинер, которого даже арестовали и продержали некоторое время в тюрьме. К этому нашумевшему эпизоду из биографии Джоконды восходят известные строки Маяковского из его первой поэмы «Облако в штанах». «А я одно видел, вы Джоконда, которую надо украсть». И украли. Портрет Джоконды, написанный более 500 лет назад, одно из самых знаменитых произведений мирового искусства. Эта картина требовала в разные эпохи новых взглядов и новых истолкований. В XIX и XX веках образ Джоконды многократно привлекал внимание самых известных и радикальных художников и писателей этого времени. Началась настоящая джокондомания. На это откликались все великие новаторы. Малевич, Марсель Дюшан, Фернан Леже, Рене Магрит, Энди Уорхол, Сальвадор Дали, Роберт Рошенберг, а также Маркиз де Сад, Уальд, Жюль Верн, Мережковский и многие-многие другие. Особенно в XX веке, когда рушились все каноны в искусстве, когда создавалась новая эстетика и резко менялась идеология и понятие о красоте, когда был создан европейский авангард и возникли итальянский и русский футуризм. Каждый из этих новаторов стремился не только трансформировать этот образ, создать свою реплику на него, но и переделать образ знаменитой Моны Лизы почти до неузнаваемости. Каждый, говоря русским словом, старался переплюнуть друг друга. Свой миф о Леонардо да Винчи создавал и глава русских футуристов Хлебников. Об отношении Хлебникова в ранний период футуристических сведений не сохранилось. Но вряд ли он относил величайшего представителя культуры авангарда к числу художников прошлого, которые футуристы не спровергали и сбрасывали с корабля современности. Скорее всего, его отношение к Леонардо было толерантным и даже наоборот со знаком плюс.
Потому что Хлебников сам начинал как художник, он рисовал и даже писал живопись, и занимался живописью. Об этом пишет сестра поэта, которая тоже была художницей. Она приехала во Флоренцию. Вот это письмо сестры Хлебникова, ее звали Вера. Письмо матери, в котором она пишет, я напомню, что Джоконда была выставлена во Флоренции, и это совпало с ее первым приездом в Италию. И вот она пишет о своем впечатлении матери. Она была выставлена во дворце Уффици. О своем впечатлении Вера пишет: «Сегодня в первый раз выползла и увидела Джоконду. Я, кажется, прибыла вместе с ней во Флоренцию. В субботу она уезжает в Рим и дальше в Париж. Есть что-то красивое в ее появлении во Флоренции и во дворе Уффици. Мне кажется, что это была конечная цель ее похищения, душевно чуждого ей, как в чудотворной иконе стекаются флорентийцы». И уже в другом письме, вот в этой открытке, она пишет: Джоконда, так много о ней говорили здесь и так бестолково, что право больше не следует, хотя бы и мне, но я пришлю открытки». И, наконец, в следующем письме она посылает открытки матери. Это все из писем 13 года. Вне сомнения, Хлебников как-то должен был на это реагировать. В 16 году он написал декларацию «Трубам россиян», в которой делил человечество по характеру и способностям на изобретателей и приобретателей, которых он называл людьми прошлого. Несомненно, Леонардо интересовал Хлебникова не только как великий живописец, но и как выдающийся изобретатель, творец в разных областях науки и техники. Потому что сам Хлебников тоже универсальная фигура и всегда интересовался другими науками. В одном из статей он писал, что Леонардо да Винчи был отцом воздухоплавания задолго до создания летательных аппаратов, вестником летучего человечества. И здесь он сопоставил, он был математиком и увлекался датами, здесь он нумерологией. И здесь он сопоставил, основываясь на своем законе времени, год рождения Леонардо с датами Иисуса Христа. А находясь в Баку, неожиданно, в 20 году он пишет в дневниковых записях: 10 ноября 2020 года такую примечательную запись. «Я люблю сейчас художника Леонардо, примыкаю товарищески к Пикассо». Однако, как нам удалось установить, он написал и специальную статью о Леонардо, в которой назвал его великим. В конце 10-х годов, пожалуй, вы знаете, я здесь остановлюсь. И нет, продолжайте, я кратенько потом все перескажу. В конце 10-х годов в одном из номеров провинциальной малотиражной газеты, никому неизвестной, она выходила, красноармейская газета, она выходила на таких маленьких листочках, и Хлебников по псевдонимам там напечатал, как странно для такой аудитории красноармейцев, но не очень грамотных, понятно, напечатал статью, которая называется «Астраханская Джоконда». Она очень примечательна. Там он говорит об истории находки вот этой, вот это. Видите, а подпись у него «Веха». Это как бы не совсем понятно, что это Хлебников. Я потом расшифровал, что это фонетическая запись его фамилии. На этом я остановлюсь и предоставлю слово моей коллеге, которая все это по-французски расскажет лучше меня. Donc, je reprends dès le début. Ces jours-ci sont marqués de deux dates anniversaires. Les 500 ans de la mort du génie italien Léonard de Vinci et le 135e anniversaire de la naissance de Velimir Klebnikov, le premier président du globe terrestre. On sait que seuls 19 tableaux de Léonard sont parvenus jusqu'à nous, dont 2 se trouvent en Russie, à l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, la Madone Lita et la Madone Benoît. Ce dernier tableau, la Madone Benoît, s'est trouvé d'une certaine façon lié à Klebnikov, et voilà comment.
On sait que le XXe siècle a connu une véritable jocondomania des artistes comme Malevich, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Magritte, Dali, Warhol et bien d'autres donnaient leur propre vision, souvent irrespectueuse du chef-d'œuvre de Vinci. C'était particulièrement vrai pour le XXe siècle, époque de bouleversement esthétique. Et Velimir Klebnikov a apporté son obol au mythe de Léonard. On sait également que les futuristes russes déclaraient dans leur manifeste qu'a signé Klebnikov que Pouchkine, Tolstoï et Dostoïevski ne valaient pas grand-chose et devaient être jetés par-dessus bord du paquebot de la modernité. Et Raphaël et Léonard devaient subir le même sort. Mais on peut raisonnablement supposer que Klebnikov était loin de dénigrer Léonard, et c'était plutôt le contraire. Monsieur Parnis a parlé de la lettre que la sœur de Klebnikov, Vera, qui était aussi l'épouse de... j'ai un trou... Mouche Véré, Hudожник. Mitourich, voilà. Dont le mari Mitourich est exposé dans le vestibule. Donc cette sœur Vera est arrivée à Florence pour ses études et elle est tombée pile sur l'exposition de la Joconde. Elle parle à sa mère de cette extraordinaire ferveur des foules qui se déplacent pour vénérer ce tableau, telle une icône salvatrice. Ce qui est amusant, c'est que la Joconde a été exposée à Florence peu après qu'elle ait été retrouvée par la police dans une chambre d'hôtel en Italie, à la suite du vol spectaculaire dont elle a fait l'objet 2 ans auparavant par l'Italien Vincent Perugia, qui l'a fait soi-disant pour des raisons patriotiques. Dans son texte paru en 1916, La trompette des Martiens, Klebnikov opère la distinction entre les créateurs, les inventeurs, opposés aux profiteurs. Et il fait l'éloge des inventeurs. Il est permis de supposer que Klebnikov rangeait Léonard parmi les créateurs et les inventeurs. Il devait apprécier non seulement sa qualité de peintre, mais aussi son extraordinaire inventivité dans le domaine des sciences et des technologies. Peu avant sa mort, Klebnikov, lors d'une rencontre avec des peintres de Bakou, de la ville de Bakou, dit qu'il admire Léonard et qu'il se sent camarade de Picasso. Que ces 2 noms se retrouvent côte à côte sous la plume de Klebnikov en dit long sur la vision qu'il avait de la culture. Monsieur Parnis, comme il vient de dire, a découvert un article où Klebnikov parle de Léonard, un article qui n'était pas connu jusqu'à ce jour. Donc il s'agit d'un petit journal local à faible tirage, Le Combattant Rouge, destiné aux soldats russes. Ce numéro date de 1918. L'article s'intitule « La Joconde de la ville d'Astrakhan ». Et là, Klebnikov qualifie Léonard d'un grand peintre et se choisit comme pseudonyme VK. Donc c'est d'une part les initiales du poète, mais en russe, Verkh veut dire aussi jalon, ce qui est lourd de sens. Un minutieux examen du texte a permis à M. Parnis d'attribuer ce texte à Klebnikov. Ce texte est amusant à bien des égards. D'abord, il évoque la légende qui entoure le tableau qui a été au départ longtemps exposé dans la ville d'Astrakhan, avant d'être acheté par le musée du Louvre, du musée de l'Ermitage, pardon. On disait que le tableau a été racheté par
par un négociant local, M. Sapojnikov, à des saltimbanques italiens qui ignoraient tout de la valeur du tableau. Et puis, par la suite, un certain peintre Benoît a identifié ce tableau comme étant le tableau de Léonard de Vinci et l'a vendu à l'Ermitage pour la somme de 100 000 roubles. Klebnikov est très lyrique dans son article. Il dit que les villes qui ont gardé pendant des siècles les tableaux constituent pour ces œuvres d'art le meilleur écrin. Il évoque l'image d'une foule de citoyens de la ville d'Astrakhan qui se pressent autour du tableau et constituent à eux seuls un cadre vivant au tableau de Léonard de Vinci. Et il dit aussi, et ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu, que ce tableau appartient au patrimoine de la ville d'Astrakhan et il demande la restitution par le musée de l'Ermitage de la Madone Benoît à la ville d'Astrakhan, sa deuxième patrie. Donc, pour la petite histoire, l'histoire de cette œuvre, de l'apparition de cette œuvre à Astrakhan n'est pas tout à fait celle que nous le décrit Klebnikov. La légende du tableau acheté à des saltimbanques est fausse. Sapojnikov a acheté ce tableau aux descendants du général Korsakov et en connaissance de cause, sachant que ce tableau était attribué à Léonard, et il a fait cadeau de ce tableau à sa fille lors de son mariage. Le mari de la fille de Sapojnikov était un certain Léonide Benoît qui ensuite a vendu la Madone Benoît à l'Ermitage. Et c'est comme ça que maintenant ce tableau se trouve à l'Ermitage et là, au moment où je vous parle, le tableau est exposé au Louvre. Monsieur Parnis tient également à rendre hommage à Madame Hélène Chablin qui s'est intéressée aux liens qui ont uni Klebnikov et Léonard de Vinci. Elle a voulu en faire un film. Elle a même proposé à Monsieur Parnis d'écrire le scénario, mais malheureusement, cette dame est décédée il y a quelques années et le film n'a pas pu se faire. Voilà pour l'essentiel de l'inтерvention de Monsieur Parnis. Merci. Ну, это первое сообщение. А сейчас мы вместе с коллегой Риммой хотим рассказать о такой очень любопытной части, как я уже упоминал, такой французской части биографии, творческой биографии Хлебникова. Она действительно оказалась очень любопытной. В поисках этих родственников мне удалось найти какие-то концы этой большой семьи. Это большая семья Хлебниковых, о которых ничего не было известно. Они потерялись еще в XIX веке, и мы ничего о них не знаем. Удалось выяснить, что глава этой семьи, профессор военно-медицинской академии в Петербурге, он был завкафедрой, но он неожиданно заболел и в 1873 году уехал во Францию. И, как потом нам удалось выяснить, жил в городе Бордо, вернее, около Бордо, в небольшом поселке Сисак. Чем он там занимался, мы до сих пор выяснить не можем. Семья была, у него была дочь, которая вышла замуж за итальянского музыканта Микеле Эспозито, довольно известного, как оказалось. Он потом переехал, вот семейный список, в архиве удалось найти вот этот небольшой семейный список этой семьи, которая сообщалась, что семья состоит вот из двух людей.
его и его дочери Натальи. А когда она вышла замуж за музыканта и уехала в Дублин. Я предположил, что она могла пересекаться так или иначе каким-то образом, потому что он был создателем музыкальной академии Ирландии. И я предположил, что они каким-то образом могли пересекаться с Джойсом. И это подтвердилось документально. Кроме Джойса, они потом уже в Италии, переехав в Италию, общались с великим франко-итальянским писателем Самуэлем Беккетом. Семья как-то вышла на мировую культуру. Но чем они занимались? Кроме того, что они занимались переводами, нам никак не удавалось выяснить. И вот я вместе с коллегой начали эти поиски следов в городе Бордо, не выезжая, я не выезжал из Москвы, она не выезжая из Парижа, мы искали следы. И вот сейчас я предоставляю ей слово, она расскажет о действительно детективной истории документов этой семьи. Простите, что я как-то в третьем лице, это замечательный человек, который потратил очень много сил. И самое удивительное, что мы добились успеха. Donc je vais dire quelques mots au sujet de Piotr Khlebnikov, l'oncle de Velimir Khlebnikov. Il est né en 1829. C'était un savant remarquable. Il était physicien, mathématicien, médecin. En tant que médecin militaire, l'oncle de Velimir a participé à la guerre de Crimée. Au siège de Sébastopol, il a opéré les soldats blessés aux côtés du célèbre médecin Pirogov. C'était aussi un innovateur. Il a été le premier à avoir eu l'idée de mettre la photographie au service de la médecine. C'était l'auteur de nombreux ouvrages en tant que physicien et Velimir Khlebnikov possédait plusieurs ouvrages chez lui à la maison et on a retrouvé des livres annotés par le poète. Il s'intéressait vraiment à l'œuvre scientifique de son oncle. Piotr a assumé de prestigieuses fonctions académiques, mais sa brillante carrière a pris fin assez brutalement quand il est tombé malade. On ne sait pas ce que c'était exactement. Probablement il s'agit d'une maladie nerveuse ou psychique. Il part avec sa fille à l'étranger faire une cure. Il fait un séjour en Allemagne, en Suisse et en Italie. Et en 1873, il arrive en France. Sa fille Natalia rencontre un musicien italien, se marie avec lui et part vivre à Dublin. Et Piotr Khlebnikov se retrouve tout seul en France. Il y est resté à peu près 30 ans. On a essayé de voir ce qui s'est passé avec lui pendant ces 3 décennies. On a commencé par essayer de localiser les lieux de sa résidence. On sait qu'il est passé à Maison-Alfort, où il a mis le point final à une autobiographie, où il parle essentiellement de son enfance passée à Astrakhan. Ensuite, on retrouve ses traces au Médoc. On a plusieurs témoignages qui disent que Piotr Khlebnikov habitait à côté de Bordeaux. Monsieur Parnis a eu l'idée de contacter le ministère des Affaires étrangères de Russie. Et grâce aux archives de ce ministère, on a retrouvé une fiche du consulat. On peut peut-être montrer cette fiche du consulat russe à Bordeaux, où il est question justement d'un Piotr Khlebnikov qui se présente parce qu'il doit renouveler vraisemblablement son passeport. Il dit avoir acquis un château, un domaine à Sissac, appelé le château Beauchesne, et avoir une nièce qui se prénomme Fanny. Alors, fort de toute cette information, on a appelé la mairie de Sissac, mais malheureusement, ils n'ont pas pu nous aider. Le maire de Sissac ne connaissait même pas le château Beauchesne, qui était pourtant sur sa commune. Alors, j'ai
les archives départementales de Gironde, où j'ai eu l'immense chance de tomber sur un élève archiviste qui a pris à cœur toute notre histoire. Il a commencé à chercher pour nous Piotr Klebnikov. Au départ, les recherches étaient assez difficiles parce qu'au fait, Klebnikov n'était pas du tout propriétaire du château de Sissac, mais ça, on l'a appris un peu plus tard. Quand on a réussi à localiser ce domaine qui regroupait 13 parcelles foncières, et les matrices cadastrales ont permis d'identifier les propriétaires successifs pour la période qui nous intéressait. C'est ainsi qu'on a découvert que ce domaine a été vendu à Fanny Makarov en 1887, rentière, présentée comme la veuve de Pierre Akimov, et monsieur Parnis a dit, mais c'est la nièce de Piotr, effectivement, elle figure sur la petite note consulaire. Cette dame âgée de 40 ans était mère de 2 enfants, Vladimir et Sophie, qui ont habité Château-Beauchesne avec elle. Et les résultats du recensement de la population, et Madame Akipov a été recensée à 2 reprises, en 1891 et 1896. Donc les résultats nous disent que il y a un certain Pierre Vilebnikov, 62 ans, docteur, habitait avec elle et se déclarait père de famille, chef du foyer. Et donc on a bien compris assez rapidement que Vilebnikov était bien Klebnikov, puisque la date de sa naissance et le lieu de sa naissance coïncidaient, et dans d'autres documents qu'il devait remplir en tant qu'étranger, il parle de ses parents et il donne les noms de ses parents. C'est bien Piotr Vilebnikov. On ne sait pas exactement quels étaient les rapports entre la nièce et son oncle, mais toujours est-il, ils ont vécu 13 ans ensemble au château, au domaine de Beauchesne. Mais au printemps de l'année 1900, le domaine a été vendu. Et là, toute la famille disparaît des radars. On ne sait pas où est passée Fanny Akimov, on ne sait pas où sont passés ses enfants, et on ne sait pas où est passé Pierre Klebnikov. Par contre, 10 ans plus tard, il réapparaît miraculeusement en Russie. Il arrive à Odessa faire une cure, et à cette occasion, il rencontre son neveu, Alexandre Klebnikov, qui est le frère cadet de Vélimir. Alors, l'oncle arrive en compagnie de ses 3 petites filles, Vera, Bianca et Nina. Ces 3 jeunes filles sont les filles de Natalia, la fille de Klebnikov, qui a déménagé, comme je l'ai dit, avec son mari à Dublin. Donc, ces jeunes dames ne parlent que français. Alexandre est très, très intimidé par elles. Et à la fin de leur rencontre, Piotr, très touché apparemment par ces retrouvailles, invite tout le monde, au total ça fait 11 personnes, chez lui, au Médoc. Alors on ne sait pas vraiment où il invitait tout ce petit monde, parce qu'en 1909, quand la famille s'est retrouvée à Odessa, il n'y avait plus personne au Médoc. Le domaine a été vendu. Donc apparemment, Piotr avait une autre maison quelque part dans la même région. On a essayé de combler ce mystère en regardant un petit peu du côté de Natalia. Natalia qui a épousé un musicien italien, Esposito, un musicien remarquable, une personne vraiment qui a laissé un souvenir à Dublin. Il a été chef de l'orchestre à Dublin. Il a fondé il a également enseigné à
l'Académie de musique de Dublin. Et donc, Michele Esposito il faut que je retrouve mon petit papier pour continuer mon exposé, puisque je n'ai pas... Quelques dates me manquent. Donc, Natalia a épousé Esposito, Michele Esposito, en 1878. Ils ont déménagé à Dublin. Et là, Esposito tient un salon qui est fréquenté par les artistes irlandais. Et parmi les artistes qui se retrouvent au salon de Esposito, il y a un certain James Joyce. Un certain James Joyce qui d'ailleurs, selon certaines sources, tombe amoureux de Bianca, la fille de Natalia. Mais malheureusement, tout a tourné court parce que James Joyce a réalisé l'exploit de tomber tout à fait alcoolisé aux pieds de Vera Klebnikov. Cette histoire n'a pas du tout plu à la famille Esposito, donc James Joyce a été banni de cette famille, mais la famille a été très surprise de voir quelques temps après, dans le roman de Joyce, Ulysse, dans le chapitre Charybde et Scylla, relater ce malheureux épisode où figure Vera Esposito, la nièce de Velimir. Joyce n'a pas été le seul à immortaliser les nièces de Velimir Klebnikov. Samuel Beckett s'y est aussi employé. Dans son livre More Pricks and Kicks, il parle de sa professeure d'italien, et cette professeure d'italien n'est autre que la fille de Natalia Esposito. Et le plus touchant, là je vais faire court, c'est la correspondance que Natalia, la sœur de Piotr Klebnikov et la cousine de Velimir, a entretenue avec Ivan Bounine. Toute seule à Dublin, elle est tombée dans une revue littéraire sur une nouvelle d'Ivan Bounine. Elle entreprit de lui écrire. Natalia avait 43 ans, Bounine a 30 ans. Malgré ça, elle se confie à lui. Elle parle de sa solitude, de sa nostalgie du pays. Ils vont avoir un échange épistolaire pendant 3 ans. Ils ne vont jamais se rencontrer. Et 20 ans après, Bounine transpose leur correspondance dans sa nouvelle L'ami inconnu. Là, je vais m'arrêter. Il y a plein de choses à dire sur cette correspondance, mais le temps presse. Je veux juste dire qu'on continue nos recherches tous azimuts en Russie, en Italie, où vivent les descendants de Klebnikov, et bien entendu en France. Parmi les pistes à explorer, il y a la famille Yakimov qui est passée par le Médoc, mais aussi par Bois-Colombes. Il y a aussi la maison Alfort où a séjourné Klebnikov, Piotr Klebnikov, où il s'est peut-être rapproché de l'école vétérinaire. Et j'appelle l'assistance de participer à nos recherches, si ça vous intéresse, par exemple, si vous pouvez appeler l'école vétérinaire de Maison Alfort pour leur demander s'ils n'ont pas gardé quelques archives, ça nous arrangerait bien. Nous, de notre côté, on a contacté l'Institut Pasteur pour voir s'ils n'ont pas gardé quelques traces de la correspondance qu'aurait pu garder Metchnikov, le prix Nobel français et russe de la physique, avec Piotr Klebnikov. On sait qu'ils se connaissaient bien.
Mais malheureusement, pour le moment, ces rencontres n'ont rien donné. Donc les recherches continuent et si quelqu'un veut y contribuer, vous êtes, je le répète, les bienvenus. Merci. Merci. Я, чтобы закончить на торжественной ноте, я хочу моей дорогой подруге, потому что она потратила очень много сил и времени не только на переводы моих посланий неизвестным жителям города Бордо, но проявила много сообразительности, как искать следы. Так что я с благодарностью довольно редкую книгу, мою первую Хлебникову, хочу подарить моей подруге. Et donc, pour conclure sur une joyeuse note, je voudrais féliciter donc ma collègue pour son travail acharné, donc pour retrouver des archives, des traces, donc des descendants de Chlebnikov. Et c'est avec cette pensée que je lui offre mon livre. И у нас небольшой постскриптум. Я передаю слово Сергею Бирюкову, и он еще представит Эвелину Шац, поэта, переводчика и художника. Да, значит, мы заключаем stихами, посвященными Велимиру. Alors, donc, en guise de petit post-scriptum, je redonne la parole donc à Sergei Birukov qui va nous présenter donc Evelina Schatz, poète et traductrice aussi. Да, заключаем по стихами, посвященным Велимиру, чтобы показать, что традиции Хлебникова в русской поэзии продолжаются. Et donc, je voudrais conclure cette séance sur un poème consacré à Velimir pour vous montrer que la tradition de Chlebnikov dans la Russie donc actuelle n'est pas oubliée, elle continue. И первое посвящение прочтет Эвелина Шац, поэтесса, художник, издатель, которая живет между Миланом и Москвой и очень много делает в смысле популяризации творчества Хлебникова и вообще русской поэзии вот в мире. И она пишет также и по-итальянски. Ну, сегодня вы по-русски будете читать, да. Et donc, je voudrais inviter ici Madame Evelina Schatz, donc qui est poète, qui est éditrice, donc qui est artiste, qui vit entre donc Russie et Milan et qui fait tout pour populariser la poésie russe et la poésie de Chlebnikov. Donc, elle va nous parler russe aujourd'hui. Et после нее я прочту тоже. Et ensuite, je lirai un autre poème. Да. Микрофон? Вы стоя или здесь? Я стоя. Нет, не сидя, не сидя. Я слышно, да? 2, 3, 2 маленьких или одно? Одно. Одно. Да. Хорошо. Или два маленьких. Хорошо. Потому что я одно. Да. Мы будем слушать это как музыку, без перевода. Это из моей последней книги, посвященной Хлебникову, с рисунками самого Хлебникова, неизданными. Так что я думаю, что это, может быть, даже это важнее, чем мои стихи, поэтому у меня так мало времени, потому что здесь надо посмотреть рисунки. Нет, вы не будете это переводить. Non, pas de vers, seulement que ce que je dis. Ça, c'est mon petit livre pour Hhlebnikov avec le design original de Hhlebnikov. Смыслы другого порядка. Это в ответ на стихотворение, которое вы читали. Ты звезда для меня. Угол моего угла. Я разбиваюсь о камни чужие. Они не умеют и вовсе смеяться. Я всегда слух. Не только тогда, когда трудно было тебе умирать. Угол сердца моего всегда верен тебе. В мире смысл другого порядка. Там микрофон. Микрофон. Что-то плохо. Да. Ага. Так лучше, да? Да. Ну, это была тихая музыка, сейчас будет чуть-чуть громче.
на зов степи. Он шел по солнцу, как разин, наизнанку из Заволжья, или дервиш старообрядной чистоты, оттуда в утопическое завтра устремленный. Его на то сподвигла языческая задумчивая удаль. Оксиморон? Да нет, пожалуй. Тальвеги, перекаты, плес и даль равнинная, и как утес, полынным жаром опален, он степью, как калмык, влеком. Стихом на зов степи заколосился, шаманье бормотанье, загаданье, и небом утомленным отразился. Спасибо, спасибо, Элина. И в заключение вот такой текст, который называется «Время Велимира». Открываю дверь в Рим, открываю дверь в мир, а за дверью Велимир. Время Велимира, время Велимира, в Риме Велимир, в мире Велимир. Если верно, что дороги все ведут в Рим или до Рима, то есть в мир, до самого мира, значит верно время Велимира. Тик-так время, тик-так время, время Велимира. Ноги сбиты о Рим, мы идем, говорим, время Велимира. Время Велимира, время Велимира, время Велимира, время Велимира, время Велимира. Наша программа закончена. Есть буквально 2 минуты, может быть, вопрос какой-то, или уже в кулуарах, что называется, индивидуальные вопросы участникам. А я должен сделать финальный акцент на том, что в рамках Дней русской культуры здесь небольшая выставка, визуализация некоторых текстов Хлебникова, его другом, художником Петром Митуричем, издание, факсимильное издание так называемой «Звездной азбуки», смонтированный Митуричем. Издание осуществлено фондом ABC Charity, стенд которого представлен на этом книжном фестивале. Вы можете посмотреть в соседнем зале. И календарь там можно приобрести. Donc notre séance est terminée, donc je ne sais pas si nous avons encore du temps pour des questions, ou peut-être que vous voulez plutôt parler avec nos intervenants plutôt dans les couloirs, mais je voudrais juste faire un petit accent sur le fait qu'ici, dans la salle des fêtes, à l'exposition, sont présentés est présentée la visualisation de quelques poèmes de Velimir Klebnikov faits par son ami, donc l'artiste Maturitch, l'abécédaire des étoiles. Donc vous pouvez le voir juste à côté. Одно слово. Там же на выставке есть часть из 19 итальянских альбомов, итальянских художников Хлебникова с переводами.
на итальянский язык. Вы можете посмотреть рядом со стендом, о котором только что говорили, потому что эта выставка уже была 11 раз в России, в Италии, в университетах, 20 лет она существует. И в Астрахани была, да, в Астрахани, ну там мы все посылаем туда, так что в Италии тоже это присутствует, и спасибо госпоже Авеличевой, которая привезла часть этих альбомов сюда, и в ее замечательное такое распространение культуры вообще входит этот наш маленький итальянский проект. Спасибо. Donc, je voudrais dire aussi que des albums, 19 albums, donc, sont présents en italien également. Alors malheureusement, on n'a plus de temps pour les questions, donc c'est juste pour vous dire que voilà, vous pouvez également voir ses œuvres en italien parce qu'il est aussi bien présent en Italie grâce à la fondation donc, de Andrei Cheglakov et de sa présidente. Merci de vos exposés. Est-ce que je peux juste poser à M. Parnis la question que je voulais poser, qui concerne aussi le poète M. Birukov. Ma question, c'est, pouvez-vous préciser en quelques mots le lien entre Khlebnikov et Iliazd et la place du Zaum, puisque dans la constellation Bourliuk, Iliazd, Mayakovsky, il me semble Khlebnikov aussi, Iliazd est très présent. Je ne vous demande pas d'y répondre, voilà. C'est une conférence à elle toute seule. Да, значит, Ильязд и вообще вся вот эта культура футуризма, она была, конечно, очень связана. И Ильязд, когда он выпустил книгу поэзии неведомых слов, он, конечно, туда включил и Хлебникова. Но Заум была разная, то есть дифференц был между Заумью Ильязда и Заумью Хлебникова. Donc, bien sûr que au sein de la société futuriste, donc Ilias et Khlebnikov, ils étaient liés. Et au moment donc où Ilias faisait paraître son recueil, la poésie des mots inconnus, il a fait bien sûr inclure donc, des poèmes de Khlebnikov dans ce recueil, mais quand même il y avait donc Zaum n'était pas homogène, donc il y avait quand même une certaine différence entre Zaum d'Elias et Zaum de Khlebnikov. Et donc il y avait une exposition de Zdanevich à Moscou qui est organisée par la même fondation. Il y avait son exposition donc à Moscou qui s'est déroulée il y a peu longtemps. Merci. Merci beaucoup.